Cette semaine, des engins de travaux publics envahissent le centre du bourg de Terre-de-Haut depuis plusieurs semaines. Cela valait bien une explication. Un restaurant est un lieu où l'on se restaure, soit. Mais lorsque les lieux sont empreints de tranches de vie, cela vaut bien un détour. Découverte de la paillote et ses secrets d'histoire. Depuis plusieurs jours, le centre névralgique de Terre-de-Haut est la proie d'engins de travaux publics. Tractopelles et scies circulaires s'en donnent à cœur joie sur la chaussée. Les opérations vont durer 5 mois, la première tranche venant de démarrer. Il est prévu de faire des pauses entre chaque tranche afin d'occasionner le moins de gêne possible pendant les périodes de fréquentation touristique. Explication des intervenants en réunion de chantier sur la teneur de ces travaux. André-Michel Abella du CIMEG. Je suis ingénieur en enfouissement et je fais de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc le CIMEG est maître d'ouvrage sur les travaux d'enfouissement en Guadeloupe. Et donc particulièrement, on est venu ici en réunion de chantier pour voir en fait l'avancée, parler des problèmes en fait rencontrés et trouver des solutions justement techniques pour l'avancée en fait du chantier. Alors c'est un chantier d'enfouissement donc des réseaux aériens qui consiste à déposer les lignes aériennes, donc EDF, Télécom, et à les enfouir sur toute la zone en fait autour de la place. Donc voilà. Et donc je suis avec l'entreprise qui est en train de réaliser les travaux. Bonjour, Fabrice de Monceau, Eiffage Énergie, responsable d'affaires à l'entreprise, service réseau. Nous sommes en groupement d'entreprise avec l'entreprise STPJ depuis une collaboration de 15 ans. Et on fait des travaux d'enfouissement avec le CIMEG depuis le démarrage du CIMEG, où on est depuis quelques années, je veux dire, en collaboration avec eux. Jean-Yves Faurius, gérant de la société STPJ. Donc effectivement nous sommes en groupement avec le groupe Eiffage. Actuellement nous faisons pas mal de travaux sur la Guadeloupe, aussi sous les îles, donc déjà sur le Terre-de-Haut. Donc on fait pas mal de réseaux téléphone, éclairage et EDF. Terre-de-Haut est une île magique au paysage saisissant. Mais Terre-de-Haut, c'est aussi une histoire. Chaque lieu, chaque quartier a cette générosité de pouvoir partager ce que les hommes ont vécu. Certains se battent pour que cette mémoire reste vivante et nous la faire vivre. Dans le quartier du Marigot, repère de pêcheurs depuis des temps immémoriaux, existe un restaurant au passé profondément ancré dans l'histoire de l'île. Une histoire d'homme, tout simplement. Ou plutôt une histoire de femme et de passion pour sa cuisine, son île. Un savoir-faire et un amour qui se transmet de mère en fille. Confidence avec Corinne, la gardienne des lieux. J'aimerais savoir, peux-tu me raconter tout le début de l'histoire de la paillote, c'est-à-dire l'histoire avec ta maman? Comment est née la paillote? Alors,
Déjà la paillote, en fait, d'où le nom paillote, ça appartenait, c'était une petite paillote, donc on a gardé le nom, donc c'était un petit lolo tenu par un monsieur qui s'appelait Jérôme Hoff, qui était artiste sculpteur. Il le faisait, il n'était pas vraiment du métier, mais il faisait ça par amour. Il habite une maison située au Fort Napoléon, une petite maison dans le tournant là. Donc c'est lui qui tenait, en fait c'était sur un petit banc de sable. Vous avez juste la petite paillote. Avec c'était des tabouets et puis ils vendaient quelques boissons, des trucs comme ça. Et donc à une époque, donc cette paillote était entourée de lagons. Et pour y accéder, c'était là où nous sommes. Tout ça c'était de la mangrove. Et pour accéder à toute cette petite paillote, il y avait un pont. Ah d'accord. Donc c'était vraiment isolé à l'époque. Et c'est souvent les pêcheurs qui passaient par là pour aller sous la colline, au Mont de Morel. Et qui fréquentait en fait l'endroit? C'était un coin plutôt fréquenté par les Saintois et très peu de touristes, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de bateau non plus. On n'avait pas le flux de touristes qu'il y a actuellement. Donc c'était quand même une petite île un peu isolée. Et donc quand il y avait un bateau, bon, il y avait très peu de touristes, mais par contre il y avait beaucoup de bateaux de guerre, en fait, les bateaux comme la Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc, etc. Donc en fait, après ce monsieur, voilà, donc il y avait Jérôme Hoff qui avait une petite paillote. Donc il vendait des boissons plutôt en fait. Hein. Et donc mon père qui était entrepreneur entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faisait plusieurs métiers, il était marin-pêcheur, il s'occupait de services de voirie à l'époque. C'est lui qui a, en fait, pas ce qu'il s'occupait, c'est lui qui a créé plutôt le service de voirie qui n'existait pas. Il était marin-pêcheur, après il faisait les parpaings pour faire des maisons. Donc c'était en fait un entrepreneur, c'est de famille apparemment, parce que les cousins ont pris le relais. Ah, pardon. Et ils ont créé la compagnie de bateau aussi. Donc en fait c'est quand même des familles d'entrepreneurs. Ma mère elle était mère au foyer. Et mon père lui a dit je vais te prendre un commerce. Et il a eu l'occasion donc de ce petit lolo. Et il a acheté ce restaurant, il a dit à ma mère, tu vas te mettre dans la restauration. Et ils se sont lancés. Donc c'était parmi, je dirais, les premiers restaurants de l'île. Mais en fait à l'époque c'était fait en paille de coco tressé, des branches de coco. Donc quand ils ont acheté ce petit lolo, il y avait une solidarité avant. Donc tous les amis se sont mis sur la plage à tresser des branches de coco et ils ont fait le toit en forme de paille de coco, d'où la paillote. D'accord, ok, je comprends. Mais c'était très isolé en fait. C'était de Mais la mangrove ta mère tout autour. après est arrivée, donc elle a pris ce commerce, la restauration. Comment est-ce que ça s'est déroulé en fait? Je veux dire, au point de vue, je parlerais de psychologique féminin, parce qu'en fait elle a quand même quitté sa vie de femme au foyer. C'était un prolongement parce qu'en fait déjà de son jeune âge, sa mère tenait un commerce déjà et tenait un bar. Donc en fait elle était déjà dans le bain où depuis très jeune elle a dû arrêter l'école pour pouvoir, comme elle était l'aînée des filles, pour pouvoir s'occuper des petits frères. Et elle avait perdu son père très jeune, donc elle avait quitté ses études pour pouvoir s'occuper du commerce de sa mère. Parce qu'en fait donc elle a participé à faire bouillir un peu la marmite, quoi. Voilà. Comme beaucoup d'enfants à cette époque-là. Voilà. Donc on sacrifiait toujours l'aîné la plupart du temps pour pouvoir s'occuper des familles aussi nombreuses ici. Je suis née en 66 ans. Comme mes parents ont pris le restaurant, ils ont acheté en 70, ils ont ouvert. C'était plutôt 71, ils ont créé le restaurant. Ils ont acheté le petit lolo et c'est là qu'ils ont monté, donc le temps de faire les démarches administratives, etc. Donc après avoir acheté ce petit commerce, ils ont créé le restaurant. À l'époque, il y avait un monsieur justement qui aimait beaucoup chanter, qui venait souvent, qui habitait dans le quartier, qui venait souvent chanter quand il y avait le peu de clients qu'il y avait, bien sûr, qui venaient chanter pour les clients. Donc nous, on a grandi. Moi, quand ils ont pris le restaurant, j'avais à peu près 4 ans. On restait toujours dans le beau et on venait
on passait notre vie au restaurant, en fait. Parce que il fallait attendre. En fait, le restaurant était ouvert 7 jours sur 7, jusqu'à très tard le soir. Bon, au départ, il n'y avait pas d'électricité non plus. Il faut bien préciser que quand ils ont acheté le commerce, ce petit resto, ou le lot, je dirais plutôt, il n'y avait pas d'électricité. On était tous à bouger, etc. Donc mes parents, ils ont fait viabiliser ils ont fait venir l'électricité, l'eau et le téléphone pour pouvoir fonctionner. Donc c'est eux qui ont fait les démarches pour avoir tout, pour avoir ce petit confort et aussi pouvoir recevoir du monde. Bon, après, on faisait souvent, à l'époque quand il y avait des bateaux qui venaient, on faisait souvent des parties grillades sous la plage pour eux, surtout quand il y avait les matelots de la Jeanne d'Arc et tout ça qui venaient. Ils cherchaient toujours un petit coin retiré pour faire un barbecue sur la plage et donc souvent ils venaient. C'était une animation. En plus de la restauration, ils faisaient boîte de nuit. Donc souvent le week-end, les gens venaient souvent de Guadeloupe pour venir danser à la paillote. Le nombre de gens qui se sont connus au restaurant, qui se sont mariés à la paillote après, c'est impressionnant. C'était non seulement un lieu de rencontre, un lieu de partage, mais aussi un lieu d'union et de fête. Il y avait une ambiance familiale. Souvent, le week-end, vous aviez les pêcheurs. C'était le coin des pêcheurs. Donc, ils rentrent de la pêche, ils viennent, ils prennent leur petit punch. Après, le dimanche, c'était journée rencontre pour les jeux traditionnels, comme le domino. C'était la belote. On faisait souvent des parties de belote maintenant. Maintenant, moins, parce qu'il y a moins de pêcheurs aussi dans le coin. Et puis, c'est un métier qui est très dur. Et les pêcheurs, ils rentrent de plus en plus tard. Donc, en fait, il y a moins de partage au niveau somme. Et puis, pour faire face à la concurrence, on est obligé de proposer plusieurs choix. Et puis même pour se faire plaisir aussi dans ce métier. Il faut pouvoir... La cuisine, c'est quand même un métier qui est évolutif. Donc en fait, si on reste toujours à faire la même chose, on s'en lasse. Donc il faut toujours travailler. Et même en voyant, ce qui est bien dans ce métier, c'est quand vous avez un pêcheur qui arrive, qui vient avec une belle langouste ou une belle dorade. Bah, vous fantasmez. Vous dites, mon Dieu, je vois, tiens, je vais faire ça comme ça aujourd'hui. Je vais faire le plat comme ça. Il est beau. Vous voyez, c'est des flashs que vous avez souvent. Et vous mettez en application après. C'est génial, ça J'ai l'avantage, quand je vois le pêcheur arriver avec son poisson, je dis, ou même le client qui mange, ça nous arrive assez souvent en saison, quand vous avez le pêcheur qui arrive avec un beau poisson rouge, etc. Et je dis, c'est pour être dans notre assiette. Le plaisir, le fait d'entendre ça, ça me fait plaisir, je le prends tout de suite pour le cuisiner, pour faire plaisir au client. C'est un beau métier. Mais Laura, j'ai vu, on a vu ça, il y a des pêcheurs de temps en temps qui viennent ici vers les 11h. Voilà. Et qui prennent leur petit apéritif et tout. Et il y a un côté très convivial en fait. Oui, ça reste quand même, c'est ce qu'on a un peu perdu au Saintes, je trouve. Et ce qui est difficile à garder, mais c'est vrai que moi je tiens à rester sur ce cap, toujours cuisine familiale, lieu de rencontre des pêcheurs. D'ailleurs c'est l'un des restaurants, c'est le restaurant préféré des pêcheurs. Quand on vous demandait, je suppose, à un pêcheur où est-ce qu'on peut bien manger un bon coulis de poisson ou un bon plat traditionnel, souvent les touristes quand ils viennent me disent je rencontre un pêcheur au bord de la plage, il m'a dit si vous voulez manger du frais et un bon poisson ou un bon produit de la mer, venez à la paillote. Donc je reste quand même, je cherche je veux toujours garder ce côté familial et traditionnel. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de soi, mais je tiens à garder cette image. C'est ce qui fait l'image des Saintes. C'est le côté de voir à la dernière minute, on veut un combien de poisson, on n'est pas obligé d'attendre 1 heure pour avoir un poisson. Le court-bouillon se fait à la demande, le poisson se fait à la demande. Donc si un client est pressé, dans ce cas-là, je dis, c'est pas chez moi que vous allez manger. Vous venez au Saintes pour vous détendre. Après, c'est le petit punch avec la vue de la mer, les cocotiers. Donc, prenez votre temps, vous êtes en vacances, décompressez. Si vous voulez décompresser, c'est ça, plutôt chez moi. Et toi, comment tu as évolué là-dedans? Tu es arrivée comment? Tu n'es quand même pas arrivée comme un cheveu sur la soupe. Non, pas du tout. Et je ne suis pas du tout du métier à la base. Parce qu'en fait, j'ai quand même... on a grandi dedans.
Donc en fait, comme c'était une affaire familiale, donc c'était mon père, en plus de son travail de marin-pêcheur, aussi sur le bateau. Le midi, il venait aider ma mère. Donc c'était quand même familial. Les aînés étaient quand même là. Donc chaque fois, on allait à l'école, mais après l'école, on aidait. Ensuite, durant les vacances scolaires, on passait nos vacances à aider, à servir, depuis un tout très jeune âge. Et après, bon, moi, je suis partie faire mes études. Je restais à peu près une quinzaine d'années en métropole. Et ensuite, je suis revenue par l'amour du métier et puis du coin. Et puis, je dirais, une envie de retourner un peu au pays. Ça te Et en manquait fait, quand je même. n'ai pas fait de cours de cuisine, je l'ai appris sur le tas. Parce que bon, comme ayant grandi avec ma mère en restauration, ayant observé tout ce qu'elle faisait, donc C'est je me ça, suis puis je pense que lancée. quand tu as une cuisine traditionnelle et puis que il y a déjà le maman qui on est forcément Voilà, et dedans. puis il y a l'amour de faire plaisir aux gens aussi, l'amour du métier, l'amour du lieu. Donc en fait, quand je cuisine, je ne fais pas comme, je dirais, comme un professionnel. Je le fais parce que je me mets à la place de la personne qui dit, si j'aimerais manger, ça me plairait de manger comme ça. Donc je fais par amour. Donc avec la base que j'ai appris avec ma mère, j'ajoute toujours mon petit plus qui me permet qui m'a permis effectivement d'évoluer au fil des années. Et puis de Donc en fait, m'intéresser. il y a un peu de Corinne qui transpire dans le plat. Voilà, C'est ça. tout à fait. J'aime bien le menu du jour, donc en fait, j'aime bien varier mes plats. Donc je peux décider, par exemple ce matin je vais faire un plat spécifique, mais je ne trouve pas tous les ingrédients. Donc le soir, il faut toujours travailler son menu la veille pour le lendemain. Réfléchir à ce qu'on va faire pour pouvoir anticiper tôt au cas où on ne trouve pas les ingrédients, qu'on puisse refaire un autre. Donc c'est une gestion quotidienne qui n'est pas toujours évidente. Donc en fait, c'est une innovation à chaque fois, Oui. mais réadaptable si éventuellement il n'y a Voilà. pas le ou les produits. Voilà, il faut toujours être prêt. Toi, t'es déjà lavé. Je vous disais, c'est un travail d'équipe. Ici. Comme nous dans nos classes. Tu peux dire ce que tu fais. Là, j'ai mis la tomate. Là, c'est des crevettes, le poisson fumé. La salade, Là, c'est le côté sucré. Avec les couleurs. Et là maintenant, est-ce que tu serais satisfaite si j'avais ta fille, par exemple, qui reprenait le flambeau, disons dans une configuration peut-être plus moderne, plus actualisée, parce qu'en fait les choses ont quand même changé. Mais est-ce que ça te rassurerait? Est-ce que ça te ferait plaisir? Comment est-ce que tu le vivrais? Ou est-ce qu'elle a d'autres projets? Elle a d'autres projets. Bon, elle aime la cuisine aussi, ça n'empêche, donc elle peut le faire. Elle pourrait le faire éventuellement. Mais c'est un métier qui devient de plus en plus dur. Donc, qui est très exigeant. J'ai vu, mes parents ne nous ont pas vu grandir en fait de par comment dirais-je, ça demande beaucoup d'investissement pour une femme.
Donc, moi, je vis la même chose que ma mère, elle a vécu, donc j'aurais préféré, tout ayant l'amour de ce métier qu'elle a, je pense, hein, parce qu'elle commence à vouloir faire des petits plats elle-même. Hein. Elle a d'autres projets. Après, c'est comme moi, j'avais bien d'autres projets, je suis revenue à la base. On fait tout ce qui tourne autour de la mer. Vous mettez ce que vous avez pour cette recette. Donc, si vous avez une petite salade de morue, une salade c'est une assiette découverte. Donc, quand vous avez vos invités, hein, un petit peu d'oreillette. Vous mettez pas tout à fait dessus, mais sur le côté. Ça, c'est les vinaigrettes. Mais voilà la sauce. Merci pour votre fidélité. En attendant la prochaine édition, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Un seul nom, les-saint-trézat.fr. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'ici là, restez curieux.